Bonjour, merci à vous, merci d'être là. Merci surtout à Lorraine et Lucas de chez Brut qui viennent d'arriver pour vous rencontrer cet après-midi. Il y aura une deuxième rencontre. Profitez-en bien pendant 1 heure. Ils ont plein de choses à vous dire, mais vous avez plein de questions à leur poser. Et de toute façon, ils savent très bien jouer l'interactivité entre la salle et vous. Voilà, moi je vous abandonne. Vu l'état de ma voix, je ne vais pas servir à grand-chose. Et puis, de toute façon, je leur fais entière confiance. Et à vous aussi. Allez. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça a l'air de fonctionner. Super. C'est toujours un peu impressionnant de se retrouver devant autant de monde, mais merci d'être aussi nombreux. C'est hyper cool. Et moi, c'est la 4e fois que je viens aux Assises et c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Donc voilà, je pense qu'on va rapidement se présenter avec Lucas et rapidement présenter Brut. Mais l'idée, c'est que vraiment vous puissiez poser un maximum de questions. Donc on va faire une grosse partie de temps de questions-réponses. Je pense que ce sera plus intéressant pour vous et ça évitera qu'on vous mette un long tunnel sur notre vie quotidienne. Donc voilà. Lucas, si tu veux peut-être commencer à te présenter. Ouais, bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que d'habitude, on a plutôt l'impression de voir les interactions des gens dans les commentaires sous nos vidéos et pas comme ça en face de nous. Donc ça fait plaisir aussi de pouvoir voir des visages. Rapidement, comme disait Lorraine, pour me présenter, moi je suis donc Lucas, je travaille chez Brut depuis 2017, donc j'ai vu pas mal aussi de phases du média. Peut-être vous aurez des questions là-dessus aussi. Et maintenant, je travaille dans le pôle YouTube, donc je fais des vidéos sur YouTube. J'incarne des vidéos, donc vous me voyez à l'écran, et j'explique des choses sur la science, l'environnement. J'essaie un peu de vulgariser des phénomènes qui peuvent être parfois un peu compliqués à comprendre. Et dans l'équipe YouTube, on est en train de grossir, on est une dizaine, et il y a des gens aussi qui font du reportage, on a des gens qui vont essayer de voir des influenceurs ce qu'ils font dans la vraie vie, on a des gens qui parlent plus de la guerre en Iran, la drogue, la mafia, toutes ces questions-là. Ça, c'est Hugo, un de mes collègues qui fait ça, et d'autres intervenants. Peut-être vous aurez des questions plus spécifiques. Et peut-être que tu veux te présenter aussi, Lorraine ? Ouais. Moi, je suis arrivée en 2019, donc après Lucas. Et pareil, je pense que ce sera intéressant de revenir un peu là-dessus, mais on a vu beaucoup d'évolution parce que Brut, c'est un média très jeune qui va fêter d'ailleurs ses 10 ans là, cette année en 2026. Donc ça paraît beaucoup à mon échelle professionnelle, mais c'est peu pour un média. Et c'est assez fou de voir tout ce qu'on a accompli en 10 ans, donc ça, c'est chouette. Moi, je suis arrivée en 2019, je sortais d'école, j'avais 24 ans, et j'ai commencé, je faisais un truc qui s'appelait l'agenda. En gros, mon travail, c'était pas du tout de faire des vidéos ou de fabriquer de l'information, c'était vraiment de faire de la veille et d'anticiper tous les événements qu'allaient arriver dans les semaines, dans les mois à venir, pour que les journalistes puissent faire leur sujet. Bon, évidemment, mon projet secret, c'était de rapidement faire des vidéos, parce que c'est un peu pour ça que j'avais accepté ce poste. Et donc, très rapidement, comme chez Brut, on est un peu des pirates, j'ai été amenée à faire des vidéos pour remplacer des journalistes qui étaient pas là. Aujourd'hui, donc du coup, j'ai fait du décryptage, j'ai fait du reportage, je suis allée sur le terrain, j'ai fait des vidéos depuis le bureau. Aujourd'hui, je suis rédactrice en chef adjointe du pôle reportage. Donc c'est une équipe de 4 personnes, on va être 6 bientôt. Des reporters qui partent, en gros, ils passent toute leur semaine à partir partout en France, dans toutes les régions, parce que ça, c'est très important, et je le dis, et ça dit beaucoup de Brut aussi. On est basé à Paris, on travaille à Paris, on vit quasiment tous à Paris, mais on n'est pas un média parisien, et je veux pas qu'on soit un média parisien. Donc les reporters, en fait, ils passent leur vie dans des TGV à se lever souvent à 5h ou 6h du matin pour pouvoir justement aller documenter la France, et pas qu'on reste dans une espèce de petite bulle parisienne. Donc aujourd'hui, moi, mon travail, ça consiste vraiment à encadrer ces reportages, à valider les vidéos depuis l'idée même, la définition d'un angle, puis après le résultat final. Et en parallèle, je fais aussi depuis quelques temps des vidéos sur YouTube, un petit peu comme Lucas, qui a un format plus installé. Le mien est plus récent. Mais je pense que je suis un bon exemple aussi du parcours un peu type du journaliste chez Brut, c'est-à-dire que on est tous arrivés pour une mission donnée, et on a tous fait 1001 choses différentes entre-temps. Et je pense que c'est aussi ce qui fait la force du média, c'est que c'est un média qui fait confiance aux jeunes. Moi, quand je suis arrivée, j'avais 24 ans.
J'en ai 30 aujourd'hui et en fait, ils m'ont fait confiance dès le début à m'envoyer sur des reportages que j'aurais jamais pensé pouvoir faire. Donc c'est ce qu'on continue aussi à faire aujourd'hui avec les nouveaux arrivants, nous qui sommes devenus des vieux. À échelle de Brut, 30 ans, c'est vieux. Voilà. J'avais une petite question peut-être pour parler plus du média. Vous, déjà, est-ce que à main levée, qui regarde Brut? Ok, pas mal. Je vais faire à main levée aussi sur les plateformes. Qui regarde Brut sur TikTok? Ok, sur Snapchat? Ah, ok. Peu, ça diminue, oui. Bon, je vais pas vous faire l'affront de vous demander si vous regardez sur Facebook, mais sur Instagram? Ok, et YouTube? Ok, intéressant. C'est marrant parce que l'année dernière, il y avait beaucoup plus de mains levées pour Snapchat. Vous utilisez juste plus Snapchat? C'est fini chez les jeunes, Snapchat ou... Ok, pas pour s'informer, du coup. Ok. Et c'est intéressant parce que justement, comme tu disais, on a 10 ans, mais on a aussi évolué en même temps que toutes les plateformes, tous ces réseaux sociaux que tu viens de citer. Et donc, une grosse part du travail de Brut, c'était d'essayer de voir quelles sont les plateformes les plus utilisées par les gens, et notamment les jeunes, et comment on peut parler sur cette plateforme en utilisant les codes de la plateforme. Est-ce que c'est mieux de faire des vidéos? Est-ce que c'est mieux de faire des posts fixes? Est-ce que c'est mieux de faire des stories? Et donc, on voit là avec les mains levées que d'année en année, ça évolue. Et donc, d'année en année, Brut doit se demander si on veut continuer à toucher les gens de votre âge, où est-ce qu'il faut qu'on soit et quel travail on doit faire. Ouais, c'est ça, et cette notion d'être sur... parce que du coup, on a un média 100% numérique, donc nous, vraiment, nos canaux de diffusion, en fait, c'est les réseaux sociaux. On a un site internet aussi, évidemment, mais là où on est le plus fort, c'est sur les réseaux sociaux. Et donc, il faut s'adapter effectivement aux usages, comme disait Lucas, des réseaux sociaux, parce que je pense que tout le monde ici s'en rend compte ou le fait de manière inconsciente. On n'utilise pas, on navigue pas sur Snapchat comme on navigue sur TikTok, et on va peut-être pas chercher le même type de contenu selon les plateformes sur lesquelles on se rend. Donc c'est pour ça que nous, on essaie de s'adapter. Sur YouTube, on va faire des formats qui vont être beaucoup plus longs. On tend à aller vers du 20, du 30, voire du 40 minutes. Nous, c'est un challenge aussi pour nous parce que c'est pas du tout la même façon de travailler, c'est pas les mêmes narrations. Là où sur TikTok, on va rester sur du format qui va être quand même très court, de 1 minute 30, 2 minutes, parce que c'est les usages et que voilà, vous êtes en train de scroller et que l'enjeu, c'est que vous restiez sur une info qui est fabriquée de manière aussi à ce que dans cette espèce d'économie de l'attention, on attire votre attention. Et je pense il y aura peut-être des questions là-dessus. Donc voilà, on s'adapte vraiment aux plateformes et aux usages. Et sur les usages, une petite anecdote, moi quand je suis arrivée chez Brut, on faisait énormément de vues sur Facebook, parce que Facebook c'était encore une plateforme qui était utilisée. Elle l'est encore aujourd'hui, mais je pense que parmi les jeunes, un peu moins. Et on faisait des vidéos, dites-vous, au format carré, parce que sur Facebook et sur Instagram, c'était le format carré. Aujourd'hui, ça paraît fou. En fait, nous, on avait des vidéos au format carré avec juste une musique et des textes écrits. Donc, c'était quasiment du muet, en fait. Et aujourd'hui, on fait des vidéos au format vertical qui sont adaptées à un écran de téléphone et adaptées aux usages. Donc, en fait, nous, on a aussi un petit peu vu ça. Et je pense que quand on fait du journalisme sur les réseaux sociaux, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Et c'est ce que je répète souvent aux journalistes. La vidéo, si on ne suit pas les usages et si on ne se met pas à la place de la personne qui va la voir, elle sera juste tout simplement pas vue parce que pas correctement diffusée. Donc ça, c'est un challenge un peu au quotidien, notamment de pouvoir s'adapter aux usages tout en gardant une déontologie journalistique et une rigueur journalistique, parce que on se rend bien compte que sur les réseaux, ce qui marche bien, c'est le contenu viral qui va vous attirer l'œil. Nous, il faut qu'on fasse attention à pas tomber justement dans une forme de viralité qui pourrait nuire au contenu journalistique. Mais c'est un peu tous les enjeux aujourd'hui sur les réseaux sociaux, et je pense pas que pour Brut, pour tous les autres médias que vous suivez aussi, je pense par ailleurs sur les réseaux. Voilà, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose à ce sujet. Peut-être tu voulais qu'on leur montre un exemple de reportage. Ouais, carrément. Alors du coup, je pense qu'en régie, vous avez une vidéo qui s'appelle « Explosion protoxyde d'azote ». On va pas vous la montrer en entier parce qu'elle fait 6 minutes, donc ça sera un peu long, mais c'est pour vous montrer un peu aussi... moi, j'ai sélectionné cette vidéo-là parce que je la trouve intéressante, parce qu'en fait, c'est ma stagiaire qui est restée 2 mois avec moi du mois de février au mois de mars, qui l'a faite. Et en fait, c'est aussi ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait qu'on fait confiance aux jeunes, c'est-à-dire qu'elle est arrivée, elle est en 2e année de licence.
Donc, elle n'est pas en fin d'études ou quoi. Et elle a fait des vidéos de 6 minutes qu'elle allait tourner toute seule, qu'elle a montées toute seule. Alors, évidemment, elle a été encadrée, on l'a épaulée. Mais elle a vraiment bossé en autonomie dessus. Et c'est un bon exemple aussi de comment on peut faire confiance en fait, à des gens qui ont des bonnes idées et qui sont motivés, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si vous l'avez trouvé. Ça, voilà. c'est une explosion dans un four d'incinération de déchets. Et les coupables, ce sont elles, des bonbonnes de protoxyde d'azote. Quand elles sont utilisées à des fins récréatives, ces bonbonnes sont souvent directement jetées à la poubelle. Elles se retrouvent alors dans des incinérateurs et peuvent provoquer beaucoup de dégâts. On s'est rendu au SICTOM d'Issy-les-Moulineaux pour comprendre comment sont gérés ces déchets, pas comme les autres. On traite les déchets de presque 6 millions d'habitants de Paris et de la petite couronne. Et en fait, ce qui arrive ici, c'est ce que vous mettez dans votre poubelle, la poubelle d'ordures ménagères classique. Tout ce qui n'a pas été trié vient ici pour être incinéré. Et avec cette incinération, on fabrique de la chaleur et de l'électricité. Cette chaleur, elle sert notamment à chauffer tous les hôpitaux de la ville de Paris. Donc peut y aussi y avoir des erreurs de la part des usagers. Ah, tout à fait. Des déchets dangereux qui n'ont rien à faire dans les ordures ménagères. Vous allez voir, c'est très impressionnant. Donc, je pense qu'on peut s'arrêter là. Dans la fosse va passer dans les fours d'incinération. Et c'est comme... On va pas aller jusqu'au bout, mais je voulais vous montrer ça parce que, en fait, je trouvais ça intéressant de vous expliquer comment cette vidéo elle est née. En fait, Zoé, donc ma stagiaire, elle est arrivée un matin en me disant « J'arrête pas de voir des bonbonnes de protoxyde d'azote par terre dans la rue et elles sont de plus en plus grosses. C'est vraiment des trucs gigantesques. » Et j'ai vu un article dans Le Parisien, je crois, qui disait qu'en fait c'était un vrai problème parce que ces bonbonnes-là, comme elles sont sous pression, quand ça arrive dans les incinérateurs, dans les centres d'incinération, ça explose. Et en fait, du coup, c'est hyper dangereux pour les salariés, ça met toutes les usines d'incinération à l'arrêt. Bref, ça suscite des problèmes environnementaux, économiques et aussi de sécurité. Et elle me dit, j'aimerais bien faire un sujet sur ça. Et je lui dis, ok, mais du coup, comment tu vois la chose? Et on en a discuté. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est on a récupéré des vidéos d'explosion de bonbonnes de protoxyde d'azote dans des incinérateurs. Je lui dis, mais en fait, va sur place, va voir les gens qui sont directement confrontés à ce problème-là, qui vont, t'expliquer en quoi, pardonnez-moi l'expression, mais en quoi ça fait chier que ça explose régulièrement dans les incinérateurs, qui vont en plus vous apprendre quelque chose sur leur métier, parce qu'en fait, ces gens-là, moi personnellement, je les vois pas beaucoup dans les médias. Et derrière, on apprend aussi énormément de choses sur en fait, ce qui se passe avec nos déchets une fois qu'on les a jetés à la poubelle ou quand ça se retrouve dans la rue et l'importance du tri. Et en fait, ça, c'est comme ça qu'on construit aujourd'hui une vidéo chez Brut. C'est-à-dire que les journalistes, ils arrivent en conférence de rédaction, ils proposent une idée ou alors même un début d'idée en disant j'ai vu ça, je trouve ça intéressant, je ne sais pas trop comment on pourrait le traiter. On en discute tous ensemble et on se retrouve au SICTOM d'Issy-les-Moulineaux en banlieue parisienne à aller visiter un centre qui trie les ordures ménagères de millions d'habitants du Grand Paris. Donc voilà, c'était pour vous montrer un peu le processus de fabrication d'une vidéo. Et bon, ça fait 6 minutes, donc je vais vous épargner l'intégralité. Que vous pourrez aller voir. Voilà, que vous pourrez aller voir, évidemment. Mais ça, c'est pour vraiment la partie reportage. Et après, sur YouTube, il y a d'autres modes un petit peu de fabrication. Je ne sais pas si tu veux en parler un petit peu, Lucas. Nous, on va travailler un peu sur du plus long terme parce que, comme tu disais tout à l'heure, ça va être des vidéos plus longues parce que sur YouTube, souvent, les gens ils viennent, par exemple, le week-end ou quand ils sont en vacances pour regarder des vidéos plus longues, des interviews plus longues et avoir plus d'informations. Et donc, si elles sont plus longues, on va mettre nous aussi plus de temps à les fabriquer. Donc on réfléchit, on fait comme tu disais une réunion où chacun vient avec ses idées, ce qu'il a vu sur les réseaux sociaux, une question que ses potes lui ont posée pendant le week-end, ce genre de choses par exemple. Moi j'ai fait une vidéo sur un sujet que je connaissais pas du tout en Polynésie française, donc Tahiti, etc., en plein milieu de l'océan Pacifique. Je savais pas du tout, mais il y a
énormément d'hôtels gigantesques, donc des très beaux hôtels avec piscine, enfin l'hôtel de rêve que vous pouvez imaginer, qui sont quelques années plus tard, quelques années après avoir été créés, qui se retrouvent complètement à l'abandon. Et donc ça fait des gigantesques hôtels qui pourrissent, il y a des gens qui vont essayer de faire de l'urbex, de les visiter, etc. Mais ça pose plein de problèmes pour l'environnement et aussi des problèmes de sécurité pour les gens qui s'y retrouvent ou pour les animaux qui peuvent être bloqués dedans. Et en plus, souvent, il y a encore des matériaux potentiellement toxiques. Et donc, ce sujet-là, par exemple, c'est un ami qui est parti en vacances là-bas qui m'a dit « Ah tiens, j'ai été étonné, pendant mes vacances, j'ai vu, je me suis baladé à plusieurs endroits et j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'hôtels abandonnés alors que je n'ai pas forcément vu ça dans d'autres voyages. Et j'ai commencé à regarder sur Internet et il y avait très peu d'articles dessus. Et il y avait une étude d'un chercheur qui en avait recensé une trentaine d'hôtels abandonnés rien que sur quelques îles. Et donc, on a commencé à interviewer des habitants qu'on a contactés en visio. On a commencé à creuser avec des chercheurs. Et ça a donné un sujet où on allait aussi chercher sur les images satellites pour voir comment étaient les hôtels avant, comment ils sont maintenant, comment la nature essaye de reprendre ses droits. Et donc, ouais, comme tu disais, les sujets peuvent avoir plein d'origines. Ça peut être de la veille sur les réseaux, ça peut être des journaux locaux, ça peut être des journaux internationaux. On essaye de lire beaucoup de choses et discuter avec beaucoup de personnes pour trouver des bonnes idées qui peuvent être intéressantes. Et donc, après, nous, sur YouTube, on va avoir, une fois qu'on a défini le programme du mois prochain, on planifie à plus long terme, et ben on part en écriture. Ça met parfois une semaine à écrire un sujet. Après, on a parfois une semaine de montage pour trouver toutes les petites vidéos parce qu'il faut trouver plein d'images pour illustrer 20 minutes. Il faut parfois faire des cartes, comme je disais, des graphiques. Et donc, ça peut prendre plus de temps. Et après, on publie sur YouTube. Et pour compléter un peu sur ce que dit Lucas, et avant de vous donner la parole, justement, cette question de quel format un sujet va prendre, elle est hyper intéressante parce que la conférence de rédaction, donc nous, c'est un moment qu'on a tous les matins à 9h30. Et c'est un moment où, en fait, les gens viennent avec leurs idées, mais on les confronte aussi. Et moi, je le répète souvent, mais il n'y a rien de plus sain que de se disputer sur une idée de sujet et de ne pas être d'accord entre collègues parce que c'est qu'il y a un sujet. Et c'est ça, en fait, justement, d'en débattre, d'en discuter et de confronter les idées parce que nous, des fois, on est des humains, on a des biais. Et donc, c'est hyper important d'avoir ces moments-là, des moments collectifs où il y a un vrai débat collectif. Et lors de ces débats-là, justement, et des fois, il va y avoir une idée de sujet. On va se dire, OK, le sujet sur le protoxyde d'azote qui explose dans les incinérateurs, est-ce que c'est plutôt un format de 1 minute 30 à destination de TikTok qu'on peut faire en récupérant des images directement et qu'on peut monter depuis le bureau, ou bien est-ce que ça nécessite d'aller sur le terrain et donc du coup un peu de reportage et d'aller rencontrer des gens pour avoir une expertise, ou bien est-ce que carrément on va se dire qu'on prend un peu plus de temps et que quelqu'un du pôle YouTube comme Lucas par exemple va prendre une semaine pour vraiment creuser le sujet, aller voir si on peut pas, moi je dis toujours ouvrir des tiroirs, c'est-à-dire il y a le sujet et puis ce qui est une commode et puis après il y a tous les tiroirs qu'on ouvre. Et ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, il y a plein de sujets. Des fois, on se dit, ça, je le vois plutôt en format reportage, ou ça, plutôt en desk, ou ça, plutôt en format YouTube. Et ça fait vraiment partie aussi du travail de journalisme que de se dire, j'ai envie de parler de ça, comment je le raconte, et quelle est la forme la plus pertinente pour le raconter. Et ça demande aussi d'aller creuser le sujet et d'essayer de prendre en compte aussi la complexité parfois d'un sujet, est-ce qu'il y a besoin d'un contradictoire ou pas. Voilà, je ne sais pas si déjà à ce moment précis là de l'intervention vous avez des questions. Je pense que ce sera plus pertinent aussi de directement répondre à vos interrogations. Je pense qu'il y a trop bien, il y a un micro qui se balade. Merci, bonjour. J'avais juste 2 questions. Est-ce que vous pouvez nous préciser votre ligne éditoriale et aussi vous expliquer en quoi consiste votre modèle économique par rapport aux médias, on va dire, traditionnels? Merci. Tu veux y aller ou tu veux faire une des deux? Ouais. Sur la ligne éditoriale, du coup, elle est du coup très neutre. Alors, attends, ça, c'est une question un peu épineuse parce que du coup, c'est toujours l'éternel débat de l'objectivité journalistique. Comme je le disais, on a tous des biais et c'est pour ça justement que je parle de la conférence de rédaction, c'est que l'idée, pour moi, une rédaction saine, c'est une rédaction où il y a du débat et une rédaction où on peut confronter les idées parce qu'on est tous des humains avec des opinions, des idées et un passé, et donc du coup, il faut qu'on puisse confronter ces idées-là.
Moi, aujourd'hui, quand je valide une vidéo, ce que je veux, c'est qu'on sache pas pour qui, par exemple, le journaliste ou la journaliste qui a fait la vidéo vote, qu'on laisse pas passer d'opinion. Et quand je parle de neutralité, c'est surtout... je vais vous prendre un exemple très concret. J'ai fait un sujet il n'y a pas longtemps sur les arnaques au faux coaching en ligne sur les réseaux sociaux. Je me suis beaucoup questionnée sur est-ce que je fais intervenir un coach ou pas. Moi, j'ai mené des appels avec des gens qui clairement étaient des arnaqueurs. J'ai fait très attention dans la manière dont j'ai présenté la chose, de ne pas mettre tous les coachs dans le même panier et de ne pas dire le coaching, c'est nul. Donc, c'est toujours apporter de la nuance, aller chercher du contradictoire aussi là où on en a besoin. Donc, un autre exemple très concret, on a fait un sujet il y a 2 semaines sur la pollution de l'eau dans l'agglomération de Saint-Louis qui se trouve dans le Grand Est. C'est ma collègue Laura Baudouin qui allait le tourner. Et donc, en fait, ce dont on s'est rendu compte et ce qui est aujourd'hui documenté, c'est que l'aéroport de Saint-Louis utilisait des mousses anti-incendie qui ont contaminé des nappes phréatiques. Il y a eu des interdictions de consommer de l'eau pour les personnalités sensibles, les personnes sensibles dans certaines communes. Laura revient, elle a tourné avec tous ces gens-là. J'ai dit, il faut qu'on contacte l'aéroport, il faut qu'on contacte l'ARS, parce que même si aujourd'hui la pollution elle est prouvée, ils ont un droit de réponse, ils ont le droit de s'exprimer sur le sujet. Et donc ça, on le met dans le sujet. Et pour moi, ça aurait été une erreur que de ne pas leur donner la parole dans un sujet qui, par ailleurs, faisait 10 minutes. Donc pour moi, c'est ça la ligne édito. On cherche à fournir une information qui est accessible, qui est neutre, qui est informative aussi. Ça ne nous empêche pas des fois de faire des choses un peu plus légères et un peu plus de divertissement, par exemple avec des acteurs qui sont en promo d'un film ou des recettes de ou des cuisine. personnalités publiques. De quoi ? Des recettes. Des recettes de cuisine. C'est vrai qu'on a une verticale qui s'appelle Brut Food, dans laquelle on fait pas mal de sujets plus légers vraiment autour de la cuisine. Quoique la cuisine n'est pas si léger que ça, parce qu'on a souvent des drames en commentaire, parce que, attention, la France est très chauvine sur certaines recettes. Mais voilà, pour moi, la ligne édito, c'est vraiment ça. Et on y tient vraiment aujourd'hui à pas faire d'opinion, en fait. Et ça, c'est très important. Pour moi, c'est un peu la base aussi de ce qu'on est. C'est une question qui est beaucoup revenue. Les gens me demandent toujours, mais c'est quoi votre ligne édito ? Et moi, je dis, on n'est pas là pour donner notre avis, on est là pour informer, mais aussi informer par rapport à des choses qui nous ont intéressés. Et donc moi, je me dis que si je suis pas intéressée par une info ou si j'y trouve pas un truc, je vais pas pouvoir faire correctement mon travail. Et c'est pour ça aussi que l'équipe de Brut, on est assez jeune. Je pense que la moyenne d'âge, ça doit être quoi, 30 ans, un truc comme ça ? Oui, voire un peu moins peut-être. Mais moi, dans mon équipe, j'ai beaucoup de journalistes qui ont 24, 25 ans. Et en fait, je trouve que c'est important parce qu'on s'adresse aussi à des jeunes. Et donc, c'est important qu'on ait des gens qui sachent, entre guillemets, leur parler, quoi. Donc voilà pour la ligne édito. Et sur le modèle économique, peut-être. Oui, et je vais juste peut-être compléter avec un dernier exemple sur l'aspect pluriel, pluralisme, donner le point de vue sur un sujet à plusieurs acteurs de sujet, avec un sujet que j'ai fait récemment sur la question des... Vous avez peut-être entendu parler des prochains Jeux Olympiques. On a eu donc les Jeux Olympiques d'été à Paris il y a quelques années, en 2024. Et il y a le projet d'avoir les Jeux, cette fois d'hiver, en 2030, dans les Alpes françaises. Et donc, c'est un projet où on pourrait avoir plein d'approches. Là, l'idée, c'était un peu d'analyser les impacts, enfin, comment ça allait se passer et qu'est-ce que ça pouvait causer comme impact dans les territoires. Et donc, si on regarde d'autres médias, on va pouvoir voir certains médias qui vont, par exemple, surtout donner la parole aux militants qui se battent contre le projet parce que ils disent que ça va détruire la nature, ou ils disent qu'il va y avoir des impacts sociaux pour les travailleurs, ou que ça va coûter très cher pour les mairies et les régions ou l'État. Il y a d'autres médias qui vont plutôt mettre en avant le fait que c'est une chance pour ces régions parce que ça va attirer du monde, ça va attirer des sportifs, il va y avoir beaucoup d'expositions comme pendant les JO 2024. Vous avez peut-être sans doute regardé à la télé les épreuves. Là, ça va attirer le regard sur ces Jeux. Il y a d'autres médias qui vont plus essayer de analyser certaines questions et donner la parole à tout le monde. Et nous, c'est aussi ce que j'ai essayé de faire dans mon sujet, c'était de mettre en avant les questions, les problèmes que pointaient des militants. Donc oui, effectivement, ça va coûter très cher. Oui, effectivement, il y a des endroits où on va faire des épreuves alors qu'on ne sait pas s'il va y avoir de la neige naturelle, ce qui est un peu problématique pour des épreuves de ski, par exemple. Mais on a aussi, bien sûr, donné la parole aux organisateurs pour qu'ils nous expliquent quelles étaient leurs réponses aux problèmes pointés par ces militants, pourquoi, selon eux, ça pouvait être aussi une chance pour les régions, etc. Juste, ça me fait penser à ça, l'exemple de Lucas, mais en fait, sur cette question justement de neutralité et d'objectivité, en fait, pourquoi j'aime pas trop ce mot d'objectivité, c'est qu'à partir du moment où on choisit un angle, parce qu'en fait, un sujet, il peut y avoir plein d'angles différents,
choisir un angle, c'est déjà faire un choix et c'est déjà choisir comment on raconte une information. Et souvent, les gens, en commentaire, on peut voir pourquoi vous n'avez pas parlé de ça. Et c'est vrai que je pense qu'il y a un vrai travail de transparence aussi à faire sur comment on traite une information, parce que si on choisissait pas d'angle, on ferait des sujets qui sont hyper indigestes, et je pense que ce serait... Des thèses. Ouais, des thèses. 300 pages. Voilà, de 300 pages. Donc forcément, il faut faire des choix, mais par contre, il y a un truc qui est hyper important et je pense qu'il nous guide, c'est l'honnêteté, et l'honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire, est-ce que je suis allée au bout du sujet, est-ce que j'ai donné la parole à tout le monde, et est-ce que je me suis pas moi-même laissée un peu enfermée dans un biais. Est-ce que j'ai essayé de vérifier ce qu'on me disait aussi avec les autres informations que je pouvais trouver, etc. Je complète sur le modèle. Alors sur le modèle économique, ça c'est, je pense, une des deuxièmes plus grandes questions qu'on a les plus souvent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le modèle économique ? Ça veut dire comment on gagne de l'argent pour pouvoir typiquement payer notre travail, parce que oui, on passe nos semaines à vous faire des vidéos, mais on ne travaille pas gratuitement. Il faut bien qu'on puisse manger nous aussi. Et donc, comment Brut gagne de l'argent ? Ce qui est intéressant de dire, c'est que Brut est arrivé avec un modèle nouveau qui n'existait pas du tout ailleurs. Parce que, par exemple, la télévision, les chaînes privées, ils font de la télé, et eux, une des manières de gagner de l'argent, c'est les pubs que vous voyez quand vous regardez la télévision. La presse écrite, comment ils font pour gagner de l'argent ? Eh bien, ils vendent leurs journaux, il y a des abonnements, ou alors il y a des abonnements pour voir la presse en ligne, et donc ça, c'est comme ça qu'ils ont des revenus et de l'argent, et aussi, parfois, ils n'ont pas assez d'adhérents, et donc ils ont des aides, ce qu'on appelle des aides à la presse, et donc c'est l'État qui dit... c'est quand même important qu'il y ait différents journaux et que les gens puissent avoir de l'information, et donc ils leur donnent de l'argent de nos impôts pour qu'ils puissent continuer à produire de l'information tout simplement. Et donc nous on arrive, les créateurs de Brut voulaient avoir des vidéos qui soient complètement gratuites pour les gens qui regardent, pour que quand vous êtes sur, vous nous avez dit TikTok, Instagram, YouTube, vous ne payez pas pour regarder nos vidéos. Donc toute cette information, elle est gratuite. Donc on n'a pas de revenus via des abonnements. Donc, comment on trouve de l'argent ? Pendant 10 ans d'histoire de Brut, au fur et à mesure des années, les équipes, les dirigeants de Brut ont testé plein de solutions. Parce que comme il n'y avait pas de modèle qui existait, il fallait tester des choses et voir si ça marchait, si ça ne marchait pas, si quelque chose qui marchait avant ne marche plus aujourd'hui. Et donc, concrètement, qu'est-ce que c'est ? Il y a eu plusieurs pistes. Déjà, Brut, on fait des vidéos journalistiques, tout ce dont on vous a parlé, mais on fait aussi des vidéos publicitaires, ce qu'on appelle du brand content, ou du publi-reportage, on peut appeler ça comme ça aussi. Et donc, c'est des vidéos qui vont être publiées sur nos comptes, qui ressemblent à des vidéos brutes, mais qui ont été payées par des entreprises, des marques, comme, des marques d'habits, des marques... New Balance. Adidas, des institutions, etc. Et ça, par contre... Donc, parfois, la publicité dans des médias, ça peut poser des questions, parce qu'on peut se dire, si Brut reçoit de l'argent des entreprises, est-ce qu'ils ne vont pas juste nous faire entendre ce que veut que l'entreprise nous fasse entendre ? Et à côté, si jamais l'entreprise a un scandale avec ses salariés ou va polluer une rivière ou je ne sais pas quoi, ils ne vont pas nous en parler parce que l'entreprise leur a donné de l'argent. Donc, nous, face à ces questionnements qui sont très légitimes, comment ça se passe chez Brut ? Il y a deux équipes complètement distinctes. Il y a nous, les journalistes, qui faisons tous les sujets d'information. Et ensuite, il y a une seconde équipe qui sont les producteurs de contenu publicitaire, on va dire, et qui, eux, sont séparés, n'ont pas d'influence sur nous et travaillent directement avec les entreprises. Et ensuite, il y a un autre aspect, c'est que c'est important que vous qui regardez, vous sachiez si la vidéo, c'est une pub ou si c'est vraiment un travail journalistique. Et pour ça, il y a une information écrite où on peut lire « collaboration commerciale ». Donc comme ça, c'est très clair pour vous savoir si vous êtes en train de regarder un reportage journalistique ou une publicité. Donc ça, c'est une partie de l'argent qu'on gagne. Sinon, d'autres parties, Brut a développé un savoir-faire. On sait faire des vidéos qui, normalement, marchent bien sur les réseaux. Et donc, parfois, une entreprise va nous commander une vidéo, mais qu'elle va utiliser, elle, en interne chez elle ou sur ses propres réseaux, et il sera nulle part écrit Brut. Ça s'appelle de la marque blanche, en fait. Voilà, exactement. À la manière d'une agence de publicité ou une boîte de production, par exemple. En fait, des équipes de Brut, souvent reliées au brand content, qui produisent des vidéos sans le logo Brut. Exactement. Pour des marques. Et un dernier gros pôle qui est là depuis le début, c'est aussi ce qu'on appelle la monétisation des plateformes. Et donc, vous le savez peut-être, par exemple, les youtubeurs qui font des vidéos sur YouTube,
plus ils ont de vues, plus YouTube va leur donner de l'argent. Parce que YouTube gagne de l'argent avec la publicité. Vous avez sans doute vu sur YouTube des coupures pub quand vous regardez votre vidéo. Eh bien, ces pubs, une partie de l'argent qu'elles rapportent va aux youtubeurs. Donc par exemple, je ne sais pas, Seb Lafrite, vous regardez une vidéo de Seb Lafrite, il y a des pubs, et ben Seb Lafrite gagne de l'argent grâce à ces pubs. Et donc nous, c'est un peu pareil, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, que ce soit Snapchat, ces plateformes-là ont de la pub et nous reversent ensuite des revenus publicitaires. Je crois qu'on a... Oui, et toutes les plateformes en fait ne monétisent pas, parce que par exemple sur Instagram, il n'y a pas de monétisation. Et sur TikTok, il y a une monétisation qui existe, parce que d'ailleurs, la plupart des créateurs de contenu que vous regardez monétisent. Plus vous passez de temps sur leurs vidéos, plus ils gagnent de l'argent. Nous, sur TikTok, on ne monétise pas parce qu'on on est considéré comme un média et non pas comme un créateur de contenu. Donc en fait, on n'est pas éligible à ce qu'ils appellent c'est le fonds créateur. Et donc du coup, nous, on ne fait pas d'argent sur TikTok. Voilà. Et une dernière précision sur cette question de l'économie, peut-être précisée, c'est que, on vous l'a dit, Brut, c'est un média assez jeune. Au début, c'était tout petit, hein, c'était 15 personnes, même 10 personnes au tout début. Et donc, lancer un média de nulle part, ça coûte de l'argent, surtout quand on veut le faire grandir, parce que maintenant, on est à peu près 250, je crois. Et donc, en fait, l'argent qui était issu de tout ce que je vous ai dit, la publicité, les plateformes, YouTube, etc., ça ne suffisait pas à payer tous les salariés et à pouvoir agrandir, peut-être créer un nouveau pôle, faire des nouvelles choses, etc. Et donc, au fur et à mesure du temps, Brut a dû faire ce qu'on appelle des levées de fonds. Donc ça, je vous l'explique très rapidement, mais c'est quand nos patrons, nos chefs, ils vont voir des gens qui ont beaucoup d'argent, ils leur disent « j'ai pour projet de faire grossir Brut, que ça devienne un média encore plus gros pour faire plus de vidéos pour les jeunes, etc. » Et donc, ces gens-là vont nous donner de l'argent et devenir actionnaire de l'entreprise. Et donc, au fur et à mesure, Brut a fait plusieurs levées de fonds. Et aujourd'hui, on a à peu près atteint la rentabilité. Ça veut dire qu'on a suffisamment développé tout ce que je vous ai dit, la pub, la monétisation, etc., pour que l'argent qu'on gagne soit à peu près égal à l'argent qu'on perd. Et donc, on n'a plus besoin de faire appel à ces gens qui ont beaucoup d'argent pour qu'ils remettre de l'argent bénévolement, entre gros guillemets. Ouais, mais peut-être qu'il y aura des... Oui, et aussi peut-être que certains d'entre vous l'ont vu. Par ailleurs, une des personnes comme ça qui, au fil de l'histoire de Brut, était venue et nous avait donné de l'argent, a racheté l'ensemble des parts des autres personnes qui avaient donné de l'argent, et maintenant c'est lui qui est propriétaire de l'ensemble de Brut. Et cette personne, c'est une personne qui s'appelle Rodolphe Saadé, et qui, peut-être que vous connaissez, si vous avez déjà été à Marseille, c'est celui qui a les gros bateaux qui font du transport non, mais c'est vrai, de marchandises ou de pétrole, etc. Et ça s'appelle CMA-CGM. Je crois qu'il y avait une question, parce qu'elle avait le bras levé pendant très longtemps. Le micro est là. Ah, pardon, je ne vous avais pas vu. Excusez-moi, bonjour déjà. Je voulais juste savoir... Il y a Brut Afrique normalement. Ouais. Ok. C'est juste une question sur le Sénégal en ce moment. Je ne sais pas si c'est sensible ou si je peux poser. Alors, on va essayer de répondre. Nous, pour le coup, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. D'accord. Mais nous, on travaille pour Brut France. Okay. Brut Afrique, c'est une équipe particulière. Mais posez votre question, parce qu'on pourra peut-être répondre. Du coup, vous ne pouvez pas répondre. Posez votre question. Ok. Je voulais savoir, en fait, l'information là-bas, en ce moment, ça concerne l'homosexualité, là. Donc, ils ont voté une nouvelle loi concernant ça. Est-ce que vous arrivez à donner des informations justes sans tomber dans, je sais pas, des donneurs de leçons ou dans tout ce qui est jugement de valeur, tout ça? Comment vous arrivez à donner des informations justes sans tomber sous le coup de la loi au Sénégal, quoi? Est-ce que vous arrivez à faire le travail convenablement sans qu'on vous bâillonne, en gros? Alors, je vais tâcher de répondre, mais encore une fois, je ne travaille pas sur la partie Brut Afrique, donc je ne veux pas parler en leur nom. En revanche, une grosse partie de l'équipe de Brut Afrique travaille à Paris dans nos locaux. Donc nous, c'est nos collègues, hein, on les voit tous les jours. C'est intéressant parce que du coup, je pense que le fait qu'une grosse partie de l'équipe soit basée à Paris leur offre aussi une liberté du coup de ton qui est plus importante que s'ils étaient sur place. Après, il y a aussi des journalistes qui travaillent pour Brut Afrique qui sont sur place. C'est un réseau de pigistes, donc c'est beaucoup de journalistes indépendants qui travaillent là-bas, qui font du reportage.
Sur la partie à proprement parler éditoriale et sur justement cette indépendance et cette liberté de ton, c'est Brut Afrique, mais c'est Brut avant tout, et cet enjeu de ligne éditoriale qu'on a sur la neutralité, l'indépendance, il est valable que ce soit sur Brut France, Brut Afrique ou Brut Inde, parce qu'il y a aussi Brut Inde. Donc voilà, je pense qu'il tâche en tout cas d'avoir cette liberté de ton, mais voilà, après je j'ai pas eu ces débats-là avec eux, donc je veux pas parler en leur nom. Bonjour. Comment vous portez la responsabilité du fait que Brut s'adresse essentiellement du coup à des populations jeunes, des populations du coup qui peuvent être un petit peu plus influençables, et comment vous gérez ça du coup à Brut? C'est une bonne question. En fait, alors on a beaucoup répété pendant des années qu'on était le média qui s'adressait aux jeunes, mais en fait, c'est de moins en moins vrai, dans le sens où on fait des études aussi un petit peu de data avec de la donnée pour voir un peu comment se constitue notre audience. Et en fait, on n'a pas que des jeunes, il y a aussi des vieux. Donc voilà, en fait, non, mais ce dont on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, après 10 ans d'existence, on a une audience qui est beaucoup plus large et qui, en fait, représente la population française. Mais effectivement, c'est une vraie, vous l'avez dit, c'est une vraie responsabilité. Et donc, du coup, ça rejoint un petit peu la question sur la ligne édito. Mais c'est pour ça que moi, je répète toujours aux journalistes, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Si tu doutes, c'est qu'il faut que tu revérifies des choses. Et si ces choses-là, tu n'arrives pas à les vérifier, on ne diffuse pas la vidéo. Et je préfère que le journaliste ait passé 3 jours sur un sujet et donc ait perdu son temps parce qu'à la fin, on ne diffuse pas la vidéo, plutôt qu'on diffuse une information qui est fausse ou qui n'est pas complète, ou alors qui peut amener à un quiproquo, parce qu'effectivement, on s'adresse aux jeunes. Mais en fait, jeunes ou pas jeunes, je pense que sur les réseaux sociaux, on est tous un peu vulnérables, parce qu'on va tous très vite à scroller. Moi, la première, alors que c'est mon métier, où des fois je vois ça et je vais même pas au bout de la vidéo, je l'envoie à mes collègues en me disant « Waouh, c'est fou ça, faut qu'on fasse un truc là-dessus ». Et après, quand je vais au bout de la vidéo, après l'avoir partagée, je me rends compte qu'en fait, c'est pas pertinent. Donc, il n'y a pas que les jeunes qui sont vulnérables sur les réseaux sociaux, je pense qu'on l'est tous. Et effectivement, du coup, c'est une vraie responsabilité aussi pour nous. Et moi, je vis dans la hantise qu'un jour, on fasse une bêtise et qu'on diffuse une fausse info. Si un jour ça arrive, on s'en excusera, bien sûr. J'ai pas encore d'exemple là précis en tête, mais voilà, je touche du bois. Mais voilà, c'est vraiment le mantra: quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc soit on va fouiller et on a la réponse, et si on n'a pas la réponse, en fait on continue de fouiller, ou alors on met le sujet de côté, mais on n'y va pas si on n'est pas sûr à 100%. Et peut-être tu veux préciser un truc toi aussi, mais... Non, peut-être aussi si parfois c'est des scènes de violence ou etc. On va pouvoir flouter pour pas choquer les gens, ce genre de choses. Et peut-être aussi ajouter qu'il y a tous les efforts que vient de mentionner Lorraine pour essayer d'avoir l'info la plus juste et correcte possible. Et que si jamais, parfois il peut arriver aussi que peut-être on a bien traité le sujet, mais on aurait pu ajouter une information en plus parce que ça fait penser à quelque chose, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, sous les vidéos, il y a les commentaires. Et donc les gens vont pouvoir donner leur avis, mais aussi nous dire tiens, vous parlez de ça, mais il s'est aussi passé ça, etc. Et donc nous, on va pouvoir soit leur répondre en disant effectivement vous avez raison, ou alors non, c'est pas exactement ça, etc. Et apporter d'autres informations complémentaires pour clarifier des choses ou préciser des choses sous la vidéo, en réponse peut-être à des gens comme vous qui nous interpellons sous les vidéos. Ou ça peut également nous donner des nouvelles idées de sujets en disant des personnes regardent et nous disent oh, ça nous fait penser à tel autre sujet, et nous on va se dire tiens, plusieurs personnes nous ont fait cette remarque, est-ce qu'on n'irait pas voir si cette chose on peut pas aussi la faire. Et je crois qu'on avait un exemple récemment, Elsa racontait sur le permis de conduire, non, la distance de sécurité. Ça te dit, hein? Non. Si, oui, c'est ça. On avait fait un sujet, alors je sais plus sur quoi, mais il y avait un commentaire qui était revenu et qui posait une question vraiment hyper concrète de code de la route. Et on était en mode ah ouais, mais c'est pas idiot et tout. Et en fait, on en a fait un sujet. On a trouvé un moniteur d'auto-école. On est parti en tournage genre 4 heures avec. Et on en a fait un sujet. Et en fait, on a littéralement répondu à une question qui avait été posée en commentaire, en fait. Et c'est l'avantage aussi d'être sur les réseaux sociaux, parce que du coup il y a cette notion de communauté aussi, où en fait nous on a un retour direct de notre audience, c'est-à-dire que les gens ils peuvent commenter nos vidéos, ils peuvent dire quand ils trouvent que c'est nul, ils peuvent dire quand ils trouvent que c'est bien, ils peuvent
Ils peuvent être sympas, ils peuvent être moins sympas aussi, parce que sur Internet, c'est pas toujours facile. Mais c'est un peu un gros avantage. Et sur la responsabilité, juste pour finir, il y a un truc qui est important, et je pense que c'est quelque chose que nous, on a beaucoup en tête quand on fait des vidéos, mais que vous devriez aussi avoir beaucoup en tête dans votre manière de consommer du contenu, de l'information, mais du contenu en général sur les réseaux. C'est que les gens, la plupart du temps, en fait, quand vous tombez sur une vidéo de Brut, sur par exemple Instagram ou TikTok, vous tombez sur une vidéo de Brut. Je pense pas que vous alliez, alors peut-être arrêtez-moi si je me trompe, mais je suis pas sûre que tous les soirs vous alliez sur le compte de Brut et que vous vous disiez ok, qu'est-ce qu'ils ont posté aujourd'hui. La plupart du temps, vous êtes en train de scroller et l'info, elle arrive et elle est là. Et ça c'est encore plus une responsabilité, parce qu'en fait on arrive dans le fil d'actualité des gens et on débarque un peu comme ça sans que vous ayez rien demandé. Donc on se doit d'être d'autant plus irréprochable. Et sur la responsabilité, pour finir aussi, comme tu disais, les gens peuvent être sympas ou moins sympas dans les commentaires. Il peut aussi y avoir des appels à la haine, des insultes sur la personne qui intervient dans la vidéo, des propos justement complètement faux ou qui répandent des fausses informations ou qui insultent des communautés, etc. Et donc une autre part de notre responsabilité, ça va être de supprimer ces commentaires pour pas qu'ils soient que des gens potentiellement vulnérables lisent ces commentaires et se sentent affectés par le sujet. Et je voulais juste redonner un dernier exemple sur le côté comment les commentaires peuvent nous aider aussi à trouver des idées de sujets ou à aller plus loin sur le sujet. J'ai fait un reportage il y a quelques semaines où j'ai suivi les chasseurs alpins. Donc c'est des militaires français qui, eux, c'est des militaires, leur spécialité, c'est ils ont des skis et ils vont dans la montagne. Et donc ils doivent combattre comme des militaires classiques, sauf qu'ils doivent combattre potentiellement, apprendre à combattre quand ils ont de la neige, 1 mètre de neige, quand ils doivent franchir des falaises, etc. Et donc je les ai suivis pour voir comment ils s'entraînaient, parce qu'aujourd'hui il y a des terrains qui peuvent ressembler à ça, potentiellement. En Ukraine, il y a des terrains un peu comme ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand Donald Trump voulait envahir potentiellement le Groenland, ou en tout cas disait qu'il était très important pour les États-Unis d'acquérir le Groenland. Et plusieurs armées européennes commençaient à s'inquiéter, à se dire est-ce qu'on va devoir envoyer des soldats là-bas etc. Donc c'était ces gens-là. Et dans les commentaires, les gens disaient mais c'est n'importe quoi, on dirait une armée à l'ancienne, une armée du siècle dernier. Ils n'utilisent pas de drones, alors qu'on voit à la télé partout qu'en Iran, en Russie, en Ukraine, maintenant la guerre, elle se fait beaucoup avec des drones kamikazes qu'on envoie sur l'armée ennemie, et donc ils n'ont rien pour se défendre face à ça. Et donc ça revenait beaucoup dans les commentaires. Et donc justement, pendant le tournage, j'avais posé cette question à un chef des soldats, et il m'avait expliqué que même si là ils n'en avaient pas, en réalité ils apprenaient comment faire face à ces drones, ils en utilisaient de plus en plus eux aussi, et donc on a pu refaire une petite vidéo où on commençait avec ces commentaires que les gens avaient postés pour montrer que c'était une question qui était beaucoup revenue, et après on mettait la réponse de l'armée, et on complétait avec d'autres informations qu'on avait pu vérifier. Donc il y a aussi si vous nous posez des questions dans les commentaires sous les vidéos, ou si vous nous faites des remarques, peut-être qu'un jour on répondra avec une autre vidéo. De nos jours, l'intelligence artificielle, elle est de plus en plus reconnue. Donc, qu'en pensez-vous au niveau des fake news, ou même, par exemple, avant, on a eu une interview avec BFM TV qui les utilisait pour créer leurs documentaires. Du coup, c'est quoi votre avis là-dessus? Voilà. Notre avis sur l'IA? Alors, plus que mon avis personnel, dont je pense on se moque un peu au fond, l'IA, c'est un vrai enjeu, parce que notamment, et ça rejoint un peu la question sur la responsabilité, ça complique vachement le travail des journalistes, en fait, l'intelligence artificielle, parce que les vidéos qui sont virales, en fait, maintenant, ça nous demande du travail supplémentaire, parce qu'il faut vérifier que c'est vrai et que c'est pas un deepfake ou une vidéo qui a été générée par IA. Et en fait, l'IA, elle est de plus en plus forte sur ça, et donc des fois ça peut être vraiment compliqué d'identifier une vidéo. Donc encore une fois, je reviens à quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Je préfère qu'on n'utilise pas une vidéo quitte à se passer d'une image, quoi. Donc ça c'est un vrai sujet. Après on l'utilise au quotidien, parce que en fait on a des sous-titres par exemple sur nos vidéos, et en fait les sous-titres on les génère grâce à un outil qui s'appelle CheckSub, qui est en fait un outil d'intelligence artificielle qui va nous générer un transcript juste à partir de l'audio de la vidéo, et nous on a juste à repasser derrière, à relire et à recaler les sous-titres. Ça nous fait gagner un temps monstrueux, parce que moi j'ai connu l'époque où on posait les sous-titres à la main,
franchement, on perdait 3 heures sur une vidéo de 3 minutes. Donc l'IA, ça a aussi du bon. Mais du coup, pour répondre à votre question, qui est, je pense, plus sur la question d'identification des informations, ça complique beaucoup la tâche. Et voilà, c'est un truc à prendre en compte. Et ça fait partie du fact-checking, en fait. Ça fait partie maintenant de la chaîne de fact-checking d'une information. Il faut le prendre en compte. Et il y a aussi, on pourrait se dire, mais pourquoi, comme l'IA peut faire des recherches très rapidement, très efficacement, est-ce que vous l'utilisez ou pas aussi dans votre recherche d'informations? Alors ça va dépendre des journalistes. Certains vont un peu l'utiliser, certains pas du tout. Pour vous raconter une histoire personnelle, j'avais commencé au début de ChatGPT de me dire, tiens, je vais tester si je lui propose mon sujet et que je vois quelles sont les recherches qu'il fait, etc. Alors, il était très efficace. La première fois que je lisais, je me disais, ouais, c'est impressionnant, il a tout compris, il m'a écrit ma vidéo brute. Et après, je commençais à relire un peu plus précisément et je me rendais compte qu'un tiers des informations étaient fausses, ou il avait inventé des chiffres, des choses qui n'existaient pas du tout dans la réalité. Et par ailleurs, il y avait des infos très importantes qu'il qu'il avait oubliées. Donc, ça peut être un outil, ça peut être un point de départ. Il y a des gens qui aiment utiliser l'IA, mais après, ça n'enlève rien à tout ce que disait Lorraine tout à l'heure sur on doit absolument vérifier, on doit compléter par une recherche de notre côté, etc. Et il y a des choses, je pense, dans le journalisme que l'IA ne pourra jamais remplacer. Par exemple, le contact de terrain, le reportage de terrain, typiquement ce qu'on a vu tout à l'heure avec le reportage sur le terrain, ou alors aller chercher des informations cachées pour les révéler, comme peut faire des médias d'investigation, ça c'est encore compliqué pour l'IA, je pense, aujourd'hui. Et la dernière chose que je veux dire là-dessus, c'est que l'IA, ça peut paraître aussi un outil magique, mais il faut pas oublier que derrière, il peut aussi y avoir des impacts, une consommation d'eau très importante, une consommation d'électricité très importante. Et donc, si c'est juste pour générer une petite image rigolote dans notre vidéo, pour ajouter une petite image, est-ce que ça en vaut vraiment la chandelle? La question se pose. J'avais une question. Quel est votre rapport à Hugo Décrypte Et aussi, comment vous réagissez par rapport au vol de contenu? Par exemple, on prend votre vidéo et on met un truc satisfaisant à côté. Comment vous réagissez par rapport à ça et quel est votre rapport avec Hugo Décrypte? Alors, le rapport avec Hugo... Je ne connais pas Hugo Décrypte personnellement, donc j'ai pas de relation avec lui. Hugo Décrypte, il fait de l'information aussi sur les réseaux, donc c'est vrai qu'en fait, il est souvent présenté comme un concurrent, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut être, on fait la même activité sur les réseaux, parce qu'Hugo Décrypte, il n'est pas tout seul dans sa chambre pour faire du contenu, hein. C'est un média à part entière, il a des équipes, il est pas seul. Et après, sur le vol de contenu, c'est-à-dire la réutilisation de certaines de nos images pour, par exemple, faire des mèmes, c'est ça ? Ok, très niche. Alors, je ne suis jamais tombée là-dessus. Alors, il y a 2 cas de figure, parce que du coup, pour le coup, si, par exemple, nos images sont récupérées par un autre média, sans notre accord, sans qu'ils nous aient contactés en amont ou qu'ils nous aient acheté nos images, par exemple, là, nous, si on s'en rend compte, évidemment, on va les contacter parce que c'est clairement du vol d'images et qu'en fait, il y a un journaliste qui est à l'origine de ces images et que s'ils veulent les réutiliser, ce qu'ils doivent faire, c'est quand même nous demander l'autorisation, comme nous, on demande l'autorisation à d'autres médias quand on a besoin d'utiliser leurs images. Soit on les achète, soit on a des accords avec d'autres médias qui nous disent vous créditez juste le nom de la personne et le média, et c'est OK, vous pouvez l'utiliser. Donc ça, c'est une première chose. Après, on a conscience qu'on est sur les réseaux sociaux, donc en fait, j'ai envie de dire, on n'a pas la main sur les utilisateurs. Enfin voilà, s'il y a des bouts de vidéos qui sont réutilisés pour faire du contenu à proprement parler et que c'est fait par un individu solo sur son petit compte, c'est difficile d'agir là-dessus. Après, tout dépend de quel type de contenu est généré à partir de ces images-là. C'est ce que disait un petit peu Lucas tout à l'heure. Est-ce que c'est du contenu qui va être dénigrant, qui tombe sous le coup de la loi parce qu'il y a des propos qui sont délictuels? Enfin, en fait, c'est au cas par cas, quoi. Mais voilà, si c'est pour devenir des mèmes, on n'a pas trop de... Enfin, on se formalise pas trop là-dessus. Comment
le rachat de Brut en 2025, est-ce qu'il a pu affecter la ligne électorale ou la neutralité du média ? Alors, très bonne question. Et pour être complètement transparente avec vous, c'était une question qui taraudait beaucoup les journalistes de la rédaction, hein, parce que, comme tout journaliste, quand le média indépendant dans lequel on travaille est racheté, forcément, ça soulève des interrogations, des craintes, des peurs. Ce que je peux dire, c'est qu'à l'heure actuelle, moi, je vois pas de différence entre le Brut d'avant et le Brut d'après rachat. Je sais que ça suscite évidemment beaucoup de réactions, et c'est normal parce que ça pose une question aussi sur un média peut-il rester indépendant indéfiniment pour toutes les raisons de modèle économique qu'on a abordées juste avant. Ou est-ce que en fait c'est juste la suite logique en fait qu'un média indépendant soit finalement racheté. Donc ça pose ces questions-là. En tout cas, moi, aujourd'hui, j'ai jamais eu ne serait-ce qu'un message ou une pression de la part du groupe média qui nous a rachetés pour faire un sujet ou ne pas diffuser un sujet. Donc à ce jour, moi, je vois pas de grande différence. Je sais pas si toi, tu es aligné là-dessus. Non, t'as tout voilà. dit. Mais voilà, en tant que journaliste et à titre personnel, évidemment, nous, c'est des questions qu'on s'est posées et qu'on continuera de se poser si jamais, à un moment donné, on voit que ça bouge. Mais voilà, à l'heure actuelle, à part le fait qu'on a des travaux dans notre studio pour que ce soit plus beau, plus moderne. Et des recrutements en plus. Et des recrutements en plus, pour l'instant. En tout cas, il n'y a pas eu d'impact sur la ligne éditoriale et sur notre pratique journalistique. Il y a eu un certain nombre d'engagements de la direction aussi au moment du rachat, puisque, comme disait Lorraine, ces questions-là que tu poses, on se les posait également, et donc on les a posées à la direction, et donc il y a eu un certain nombre d'engagements sur les points qui nous questionnaient de la part de la direction pour nous garantir que, comme tu disais, ça n'allait pas changer en termes de ligne éditoriale, de manière de travailler, etc. De toute façon, je pense que c'était pas le projet de racheter Brut pour tout changer, quoi. En fait, c'était pas l'intérêt premier de nos nouveaux propriétaires. Avez-vous des rédacteurs en chef ? Alors, il y a moi. Bon, moi, je suis adjointe, mais en fait, pour être pour être schématique, on a un directeur de la rédaction qui s'appelle Maxime Darquier, qui lui va vraiment un peu chapeauter, faire pas mal de rendez-vous à l'extérieur, tout ça. En dessous, on va avoir un directeur éditorial qui lui va s'occuper uniquement de la partie, par exemple, Brut France. Donc il va s'occuper de mon pôle, il va s'occuper du pôle de Lucas, il va s'occuper du pôle short form, donc c'est ceux qui font les reels vraiment sur TikTok. Et ensuite, du coup, nous on est organisé par pôle. Donc moi par exemple, je suis rédactrice en chef adjointe, donc moi je gère uniquement la partie reportage et décryptage, donc c'est des vidéos qui vont faire entre 3 et 10 minutes. Moi je valide toutes les vidéos qui sortent sur ce pôle-là, donc de mon équipe de journalistes, mais je m'en réfère au directeur éditorial. Et de la même manière, Lucas, qui travaille sur le pôle YouTube, il a un rédacteur en chef qui s'appelle Étienne Mélou, qui est un peu mon équivalent sur le pôle YouTube, qui revoit ses vidéos, mais qui se réfère également au directeur éditorial. Donc ça fait une pyramide, quoi. Voilà. Je voulais vous demander, comme vous êtes un média notamment 100% numérique, vous êtes d'autant plus touché par le renouveau de l'information et de la frontière floue qui se glisse entre la communication et l'information. Donc, comment est-ce que vous essayez d'y pallier à Brut ? Tu veux commencer ? Puis après, il y aura une dernière question, parce que ça finit dans 5 minutes. Okay. Ouais. On va être concis. Oui, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, quand on scrolle sur notre téléphone, sur TikTok, Instagram, etc., on va peut-être voir une vidéo brute ou du Go Decrypt, et puis après on va voir une vidéo d'un influenceur, et après on va voir une vidéo d'un militant politique, et des photos de ses potes, etc. Donc on cohabite avec plein d'autres sur la même plateforme, avec plein de personnes qui vont aussi communiquer. Et donc, on a une responsabilité d'autant plus forte en tant que média de tout ce qu'on disait pendant notre intervention, de bien vérifier pour que les gens sachent que quand ils voient le logo Brut, là au moins ils peuvent faire confiance et on apporte des informations vérifiées, de qualité, intéressantes si possible, etc. Donc ça va être la première chose, la première conséquence, ça va être redoubler encore plus d'efforts quand on va faire les vérifications de sujets.
Et ensuite, être transparent quand on fait du contenu, comme je disais tout à l'heure, rémunéré par une marque pour nous financer, payer nos salaires. Et ben, ce sont d'autres types de vidéos et on écrit collaboration commerciale pour que les personnes qui regardent sur leur feed et qui scrollent comprennent que là, ce n'est plus une vidéo journalistique de Brut faite par des journalistes, mais c'est une vidéo qui a été commandée par une marque. Et donc, le propos, c'est un propos qui est validé par la marque. Et vérifié quand même par Brut, etc. Il y a quand même une démarche de semi-journalistique derrière, on va dire. Mais en tout cas, voilà. Donc moi, je dirais, pour répondre à ça, plus d'efforts pour faire attention à ce qu'on dit, pour que les gens aient confiance dans Brut. Et ensuite, quand on fait de la communication, être très clair sur cette vidéo. Là, c'est plus du journalisme, c'est de la communication. Et après, moi là, je vais parler vraiment sur la partie reportage, mais des fois, nous, on lance des institutions ou des associations parce qu'on a besoin d'eux pour trouver des témoignages ou des persos ou raconter certaines histoires, avoir certains accès aussi. Et ça, en fait, votre question, elle est très bonne parce que c'est toujours un peu il y a toujours une espèce d'une petite ligne qui peut très vite être franchie. Je vous donne un exemple très concret. On avait fait un sujet sur équipe féminine espoir et on était allé tourner à Clairefontaine avec du coup la FFF, la Fédé de foot. Ils nous avaient ouvert leurs portes. Évidemment, nous, on peut pas se pointer à Clairefontaine et dire on a envie de suivre une jeune de l'équipe. Enfin voilà, il faut qu'on les contacte en amont, qu'on leur demande s'ils sont OK. Et forcément, dans ces cas-là, on arrive sur place. Il y a évidemment un attaché de presse qui a très envie que la vidéo elle ressemble à ce qu'il lui il imagine dans sa tête et qui a très envie de faire passer des messages que nous on n'a pas forcément envie de faire passer parce qu'en fait c'est pas notre angle, qu'on trouve ça pas ça pertinent ou tout simplement on trouve que c'est de la communication. Et donc là il y a un petit jeu qui se met en place entre le journaliste, l'attaché de presse et puis après la rédaction en chef aussi. C'est ok. Vous nous donnez les accès, vous avez envie qu'on parle de ça, vous avez surtout pas envie qu'on parle de ça, pourquoi vous avez pas envie qu'on parle de ça ? Et sur cette vidéo-là, nous, il y avait aucun souci parce qu'on suivait vraiment, c'était un portrait d'une jeune fille, vraiment c'était son histoire à elle. On a publié la vidéo et j'ai reçu un appel en fait de la com, le service communication de la FFF, qui était pas du tout content de l'intro qu'on avait choisie, donc l'accroche de la vidéo. Et qui me demandait de modifier l'introduction de la vidéo. Et j'ai dit, non, ça va pas être possible. Enfin, pourquoi vous voulez la modifier ? Parce que je trouve que ça, en introduction, ça aurait été mieux. D'accord, mais donc vous me demandez pas de modifier la vidéo parce qu'il y a une fausse information ou parce qu'il y a une question d'anonymisation qui n'a pas été respectée ou quoi. Vous me demandez parce qu'en fait, concrètement, ce que vous me dites, c'est que ça vous plaît pas, le début là de la vidéo. Et donc il y a eu cette discussion-là et tout, et je dis en fait moi c'est simple, si vraiment vous êtes très mécontent de la vidéo, je la supprime, par contre il n'y aura pas de modification qui sera faite et on la rediffusera pas. Et en fait là tout de suite la personne au bout du fil m'a dit non mais c'est bon en fait c'est très bien, voilà. Ça c'est un très bon exemple en fait parce que ça nous arrive très régulièrement. Les attachés de presse, on a besoin de travailler avec eux. Parce qu'ils nous ouvrent des portes, parce qu'ils nous donnent de l'information. Et il y a vraiment des attachés de presse qui nous épaulent dans la fabrication des sujets. Mais il ne faut pas oublier qu'eux, ils ont un intérêt qui n'est pas toujours le nôtre, en fait. Parce qu'eux, ils veulent qu'on fasse passer une info en particulier. Et c'est à nous de ne pas se laisser manipuler ou en fait d'expliquer de manière complètement transparente à l'attaché de presse non, ça on va pas pouvoir le dire ou ça on va pas pouvoir le faire comme ça parce qu'en fait je trouve que c'est de la communication. Et moi j'ai aucun problème à dire de manière transparente aux gens non là c'est de la com et c'est pas mon métier. Et si vous voulez une vidéo qui ressemble à 100% à ce que vous avez dans votre tête, je vous donne l'adresse mail du Brain Content et vous voyez ça avec eux. Là vous aurez la main complète sur la vidéo. Mais c'est un vrai sujet et on a besoin de travailler avec eux et c'est normal. Donc voilà, c'est un petit jeu, il faut garder en tête. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des rédacteurs en chef qui, derrière, vont dire non, là, on diffuse pas, quoi. Ça nous arrive de ne pas diffuser des choses parce qu'on trouve que ça va pas. Et juste pour compléter très rapidement, autre exemple où on a ce questionnement sur communication versus journaliste, c'est aussi, par exemple, si on veut faire une interview d'une personnalité politique. La personnalité politique, elle va souvent accepter de répondre à l'interview parce qu'elle a des messages à faire passer. Elle a, soit, par exemple, elle est du gouvernement, elle va vouloir vanter des actions faites par le gouvernement, soit elle est pour caricaturer dans l'opposition et donc elle va vouloir, le gouvernement a pris une décision, elle va vouloir qu'on comprenne qu'ils ne sont pas contents par rapport à la décision du gouvernement, etc. Sauf que nous, on ne peut pas juste, si on réussit à avoir une personnalité politique, la laisser dérouler son discours comme elle le ferait dans un meeting. On a aussi envie de
lui poser des questions que vous, peut-être, vous posez parce que vous n'êtes pas d'accord avec cette personnalité sur ses actions, sur ses propos, etc. Et donc, parfois, on va poser, même si on a essayé de la faire venir et de l'inviter et d'être dans une négociation en disant « venez », etc., et on va quand même poser à un moment des questions qui fâchent, enfin, qui, en tout cas, ne vont pas dans le sens forcément de leur discours pour pour comprendre pourquoi ils ont dit ça, est-ce qu'ils ont vraiment tout bien pris en compte, etc. Donc ça va être aussi, la communication, elle va être limitée par le fait que derrière, il y a la démarche journalistique de savoir pourquoi les gens disent ça, et s'ils disent pas la vérité, leur poser la question qui les contredisent potentiellement. J'ai une dernière question. Maintenant que Brut, c'est un grand média et que vous avez cette ligne éditoriale qui est objective, ou qui se veut objective en tout cas, et on sait que c'est de plus en plus rare l'objectivité dans les grands médias, quelle place vous accordez aux jeunes médias indépendants, vous-même en tant que jeune média indépendant qui a fait ses preuves, entre guillemets? Quelle place, dans quel sens? C'est-à-dire d'un point de vue tant financier que visibilité, influence, encouragement, plus symbolique ou des choses comme ça. Est-ce qu'on irait un peu donner de la force à des jeunes médias qui se lancent? C'est ça votre question? Est-ce que c'est important pour vous de soutenir les médias qui restent objectifs et qui ont la même ligne éditoriale que vous, ou est-ce que c'est quelque chose auquel vous ne prêtez pas spécialement attention? C'est une bonne question. C'est plus une question pour le coup presque de stratégie pour le coup là d'entreprise, de marque média. Donc en fait, de manière très franche, je pourrais pas te répondre parce que c'est pas mon domaine. On fait des collaborations par exemple avec des médias. Nous, ce qu'on a fait là en vue des municipales, donc du coup courant février, juste avant les élections. On s'est associé à Ouest France, qui est quand même un gros média. C'est un gros média en fait. De presse quotidienne régionale. Et on a fait des sujets en partenariat avec eux. C'est des journalistes de Brut qui sont allés les tourner. On les a montés, mais on les a vraiment imaginés et conçus en partenariat avec Ouest France. Et on était par exemple en collaboration sur Instagram, sur Ouest France et sur Brut. Ok, les plus petits qui sont en train de... Ouais, Jeune Afrique, c'est plus gros quand même. Ils sont pas si petits que ça quand même. C'est un bon média. Ouais, non, mais on n'a pas forcément non plus vocation en tant que média, sauf sur des partenariats très précis sur un projet éditorial commun. On peut s'associer avec des médias et ça pourrait être des plus petits médias. Je pense qu'il n'y aurait pas forcément de sujet. Après, il n'y a pas forcément de stratégie comme ça d'aller soutenir des petits médias parce que chacun fait un peu sa route aussi de médias dans son coin avec sa ligne éditoriale qui n'est pas forcément la même que nous, etc. Et donc, c'est pas forcément notre rôle non plus de faire ça, je pense. Ça peut être plus à titre personnel, après des journalistes qui, eux, ont des petits médias qui vont suivre ou aimer, etc. et qui vont potentiellement les repartager ou leur faire des dons, etc. Mais plus que l'entreprise en elle-même. Ouais, la question s'est jamais vraiment posée, mais en vrai, si on devait faire un partenariat avec un petit média, s'il y a un projet éditorial commun qui est pertinent, on irait. Mais juste, par exemple, faire un post pour dire « Ah, il y a ce petit média, allez les suivre », c'est pas quelque chose qu'on a déjà fait et la question s'est, à vrai dire, jamais posée encore. Ça répond à votre question? Ok. On va s'arrêter là, je suis désolée. Merci beaucoup.